Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo dédiée aux unités amines en raffinerie. Dans la première partie, on s'est intéressé aux réactions chimiques et aux grands principes. Dans cette seconde partie, on va s'intéresser à la mise en œuvre industrielle. Concrètement, on met en œuvre cette absorption dans un contacteur gaz liquide, qui est souvent une colonne à plateau, et qui a pour avantage de maximiser le temps de contact entre le gaz et la mine. Typiquement, on installe des colonnes de 15 à 25 plateaux, ce qui conduit à des colonnes hautes d'une quinzaine de mètres. Le diamètre est résultant des débits de gaz et d'amine mis en jeu. En termes de précaution opératoire, on vise à avoir une amine systématiquement plus chaude que le gaz et la différence minimale de température que l'on vise est de l'ordre de 5 à 10 degrés. Ceci, c'est pour éviter d'avoir des hydrocarbures qui iraient dans la mine et qui causeraient du moussage. Même si la conception des plateaux tient compte de la tendance de la mine à mousser, il faut toutefois minimiser tant que possible ce phénomène en maintenant cette différence de température. On verra un peu plus tard comment assurer ce critère. Enfin, la mine n'arrive jamais 100% exempte d'H2S et ou de CO2. Elle contient typiquement 1 à 2 g d'H2S résiduel et environ 8 à 10 g de CO2 dans le cas d'une amine FCC. Car le CO2 est classiquement plus difficile à régénérer que l'H2S. Cette solution d'amine est appelée amine pauvre, car elle est pauvre en H2S. A contrario, l'amine en fond d'absorbeur est appelée amine riche, puisqu'elle concentre l'H2S et le CO2. Vous vous posez peut-être la question du débit d'amine à injecter. Pour calculer ce débit, on regarde la réaction chimique et on voit qu'une molécule d'amine réagit avec une molécule d'H2S. Toutefois, on ne va pas jusque considérer la réaction de l'intégralité de l'amine avec l'H2S du gaz. Pour tenir compte de limitations d'équilibre de réaction, mais surtout pour des raisons de corrosion, on se limite à 0,4 voire 0,45 mol d'H2S par mol de DEA pur. Mais regardons de plus près ce que ça signifie que 0,45 mol d'H2S par mol de DEA pur. 0,45 mol d'H2S, ça correspond à 15,3 g d'H2S. 1 mol de DEA pur, ça correspond à 105 g de DEA. Comme cette DEA est diluée à 20% poids avec de l'eau, elle est donc en mélange avec 420 g d'eau, soit 525 g de solution de DEA diluée à 20%. Quand on fait le calcul de 15,3 g d'H2S dans 525 g de solution de DEA à 20%, ça correspond donc à 2,9% de poids d'H2S dans la solution de DEA, soit environ 30 g par litre. Cette quantité, exprimée en mol d'H2S par mol de DEA pur, est souvent appelée taux de charge de l'amine riche. Donc, pour faire simple, quand on doit absorber 1 tonne par heure d'H2S dans un gaz riche en H2S, il faudra environ 34 tonneurs de solution d'amine. Et cela correspondra à 2,9% d'H2S dans la solution d'amine, soit 0,45 mol d'H2S par mol de DEA pur. Si la concentration en amine chute, on devra augmenter le débit de solution d'amine pour maintenir le même taux de charge. En revanche, si la concentration en amine augmente, on pourra baisser le débit d'amine pour soulager l'hydraulique du circuit et éviter de régénérer cette amine excédentaire, comme on le verra plus loin. Alors, quelle est la performance du lavage à l'amine? Eh bien, ça dépend de plusieurs facteurs. La pression. Plus la pression est élevée, plus la teneur en H2S sera faible, et vice-versa. Plus la teneur en H2S de l'amine pauvre sera faible, meilleure sera l'absorption de l'H2S dans l'amine et plus faible sera la teneur en H2S dans le gaz. Typiquement, pour un absorbeur fonctionnant entre 5 et 10 bars, on aura des teneurs en H2S résiduelles dans le gaz de l'ordre de 100 à 250 ppm volume. A noter que pour enlever l'H2S des GPL liquides, on a recours au même système. Sauf que l'on met en contact ces deux phases liquides dans une capacité. Et dans ce cas, on vise des teneurs résiduelles en H2S de l'ordre de 10 ppm. Maintenant que l'on a absorbé l'H2S, que faire de cette amine riche en H2S? Eh bien, on va la régénérer.
De même que l'absorption d'H2S est favorisée à haute pression et basse température, la désorption est favorisée à basse pression et haute température. On va donc chauffer cette amine et l'envoyer dans une colonne de régénération. On commence par collecter tous les flux d'amine riches dans un ballon qui fonctionnera à une pression proche de la pression du réseau fuel-gaz pour enlever une partie de l'H2S. Puis on chauffe l'amine. À quelle température chauffer? Suffisamment chaud pour désorber l'H2S, mais pas trop pour éviter de dégrader thermiquement l'amine. On chauffe typiquement à une température de l'ordre de 100 degrés et la pression opératoire dans la colonne de régénération est de l'ordre de 1 bar. Cette pression est fixée par ce que l'on va faire de l'H2S qui sortira de cette colonne. Le régénérateur est une colonne avec typiquement 20 plateaux, équipés d'un rebouilleur, d'un condenseur et d'un ballon de reflux. Le rebouilleur est en général alimenté par de la vapeur basse pression surchauffée et que l'on désurchauffe pour éviter d'avoir des problèmes de température de peau de tube de rebouilleur trop forte qui conduiraient à dégrader l'amine. On désurchauffe la vapeur avec de l'eau de chaudière. La quantité de vapeur injectée est typiquement de l'ordre de 10% du débit total d'amine véhiculée. Le gaz qui sort en tête de colonne est de l'H2S quasi pur, supérieur à 95% en volume, que l'on envoie ensuite dans l'unité close, qui sera le sujet d'une vidéo dédiée. Le reflux, c'est de l'eau, car l'amine étant plus lourde que l'eau, elle se retrouve intégralement en fond de régénérateur. Il est à noter que dans les absorbeurs, on a toujours un peu d'ammoniac, NH3, et cet NH3 se retrouve également absorbé par la solution d'amine. L'ammoniac et l'H2S sont tous deux très solubles dans l'eau et forment un sel de NH4HS en solution. Ce sel de NH4HS a tendance à s'accumuler au cours du temps et peut atteindre une très forte concentration, de l'ordre de plusieurs dizaines de pourcents-points. Et cette solution devient alors très corrosive. On peut suivre de façon simple la concentration en NH4HS à l'aide de la conductivité du reflux. On vise typiquement une teneur en NH4HS de l'ordre de 2 pourcents-points maximum, soit une conductivité de 50 millisiemens par centimètre. Lorsque cette conductivité passe au-delà des 50 millisiemens par centimètre, il faut déconcentrer le reflux en purgeant. L'amine régénérée est ensuite refroidie par l'échangeur chargé-fluent, puis dans un aérofinal avant d'être envoyée dans un stockage d'amine régénérée. Cette amine régénérée est ensuite recirculée vers les absorbeurs d'amine. Le paramètre opératoire que l'on se fixe en opération est le débit de vapeur de rebouillage. Plus on en met, plus on apporte d'énergie dans la colonne, plus le débit de reflux augmente et plus la température de tête de colonne augmente. C'est d'ailleurs cette température de tête que l'on suit pour s'assurer des bonnes performances de la colonne de régénération. Voici un exemple de la teneur en H2S résiduelle dans l'amine régénérée en fonction de la température de tête de la colonne de régénération. On vise typiquement une valeur entre 1 et 2 g par litre d'H2S. Au-dessus, l'amine est dite sous-régénérée, et cela affectera les performances de l'absorption dans les absorbeurs, c'est-à-dire la teneur résiduelle en H2S dans le gaz lavé. En dessous de 1 g par litre, l'amine est dite sur-régénérée, et elle sera corrosive parce qu'il n'y aura pas suffisamment de soufre dans l'amine pour créer une couche de passivation protectrice des tuyauteries. On voit que pour une solution d'amine chargée à 0,45 mol d'H2S par mol de DEA, une température de tête idéale est entre 108 et 112 degrés. Mais attention, c'est une température théorique obtenue par simulateur. Elle peut être plus forte ou plus faible en fonction de l'efficacité des plateaux de la colonne de régénération. La question que vous vous posez peut-être, c'est « Mais jusque quelle température de tête peut-on monter dans la colonne quand on monte le débit de vapeur de rebouillage ?» La réponse est « C'est la température d'ébullition de l'eau à la pression de la tête de colonne, soit 140 degrés à 1 bar. » Enfin, il est fortement recommandé d'installer un filtre à cartouche pour enlever les matières en suspension de l'amine pauvre. Ces particules sont souvent liées à la corrosion et on se limite typiquement à 10 ppm.
On filtre environ 5 à 10% du débit total d'amine en continu. Avant de conclure, il existe également parfois une problématique de présence de sels stables dans l'amine. Ces sels dits stables sont liés à des entrées d'oxygène dans le système d'amine ou à de la contamination de l'amine par des espèces chimiques, par exemple l'HCN. Ceci vient créer des thiosulfates, des formiates, des acétates ou des propionates. Ces thiosulfates, propionates et formiates se lient à l'amine et forment des sels qui sont stables thermiquement, car même à la température du fond du régénérateur d'amine, ils restent liés à l'amine. Ils s'accumulent donc dans le temps et peuvent être responsables de corrosion dans le système d'amine. On limite typiquement leur teneur à 10% de l'alcalinité. C'est-à-dire que pour une amine diluée à 20% poids, une valeur maximale à ne pas dépasser de 10% de 20%, soit 2% poids en sel stable. La solution la plus simple pour s'en débarrasser, c'est de faire une purge et ainsi enlever ces sels stables, puis de compenser par de l'amine fraîche. Avant de conclure, voici un tableau qui répertorie l'ensemble des couleurs que peut avoir l'amine dans l'unité. Je vous laisse voir à quoi ça correspond. Nous voici arrivés à la conclusion de ces vidéos dédiées aux unités amines en raffinerie. Nous avons vu comment mettre en œuvre la récupération d'H2S dans les flux gazeux. Nous avons vu comment choisir le débit d'amine à injecter et comment régénérer l'amine. Nous avons vu également les paramètres opératoires qui permettent de récupérer le maximum d'H2S. Mais maintenant que l'on a produit de l'H2S, que va-t-on faire de ce flux? On va le transformer en soufre élémentaire sous forme liquide. Rendez-vous dans les vidéos dédiées aux unités de transformation de l'H2S en soufre. À bientôt et merci pour votre attention.